Bonjour à toutes et à tous, c'est l'automne, une saison bien aimée chez les sorcières et je vais vous dire une chose à mon sens, pour que tout soit absolument parfait, pour bien profiter de la saison, il nous faut de jolies tasses remplies de thé et des bons livres. C'est justement ce que je vous propose dans cette vidéo. Je vous embarque pour une sélection de lectures comme ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que, comme moi, vous aimez l'automne et les livres. Comme dans toutes les sélections de livres que je vous présente sur cette chaîne, les ouvrages sélectionnés ont tous un rapport avec le merveilleux, la magie, la sorcellerie, l'imaginaire autour des saisons ou encore le fantastique. Et puis là, comme on parle de l'automne, vous allez voir cette année, ma sélection est un peu plus teintée Halloween, Samhain dans l'ambiance. Mais avant de vous parler de cette sélection, permettez-moi de vous rappeler que j'ai moi-même écrit deux magnifiques livres sur l'automne, à savoir Les Grimoires de Mabon et de Samhain. Alors bien sûr, je m'adresse aux personnes qui me découvrent avec cette vidéo et qui ne connaissent pas encore mon travail. Je suis donc l'autrice d'une collection de livres qui a pour objet la roue de l'année païenne, où j'explore en profondeur les rites saisonniers à la fois d'un point de vue historique, folklorique, mais aussi magique. Sur la question de l'automne, vous trouverez donc Mabon, dédié à la période de l'équinoxe, et Samhain, je me suis trompée. Oui, j'ai vu, ouais. Sur la question de l'automne, vous trouverez donc Mabon, dédié à la période de l'équinoxe, et Samhain, dédié à la période d'Halloween. J'ai réalisé des vidéos complètes à ce sujet, donc je vais vous les remettre en lien en barre d'infos. Mais si vous aimez l'automne, vous allez sûrement aimer ces livres qui sont très immersifs, richement illustrés et plein d'informations. Alors écoutez, oui, je fais ma propre pub, mais c'est ma chaîne, je fais bien ce que je veux. Et sans plus attendre, je vous présente un roman que j'ai littéralement dévoré cet été, mais qui est tellement parfait pour lire à la période d'Halloween. Il s'agit des Lavandières de Brocéliande d'Édouard Brazet. Ce livre, je l'ai adoré. Alors moi, je l'ai dans une très belle édition France Loisirs, achetée de seconde main. D'ailleurs, cette couverture, elle fait tellement France Loisirs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bref, vous trouverez une autre édition. Il a été réédité chez le Livre de Poche, je crois, donc vous allez le trouver facilement. Première chose à vous dire, ne lisez surtout pas la 4e de couverture, parce qu'en fait, elle vous spoil plus de la moitié du livre. Donc je ne sais pas pourquoi l'éditeur a fait ça, c'est complètement absurde, mais ne lisez pas ce qui se passe ici. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais simplement vous faire le pitch et vous donner mon avis. Donc l'histoire commence en 1914 à Beltane. Oui, vous avez bien entendu, ça commence le jour de Beltane, donc le 1er mai. Nous sommes en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, et nous rencontrons 5 amis que rien ne peut séparer. Ils sont jeunes, ils ont entre 15 et 18 ans, et ce jour-là, ils traversent la forêt de Brocéliande pour aller à la fontaine de Barenton, car 2 d'entre eux sont très amoureux l'un de l'autre et ils souhaitent s'en remettre à la fée qui vit dans l'eau de cette fontaine pour en quelque sorte bénir leur union et obtenir un présage, un oracle. La coutume veut que l'on jette des aiguilles dans l'eau en offrande à la fée et que si les aiguilles surnagent, alors le couple vivra heureux. Les 5 amis sont donc réunis autour de la fontaine, mais rien ne se passe comme prévu. Ça, ce sont les 5 premières pages uniquement, donc je ne vous spoile rien. Il y a ensuite une ellipse de plusieurs années, puisque le récit reprend en 1944, le jour de Samhain, donc le 31 octobre. Et nous allons découvrir ce que sont devenus les 5 amis qui sont allés à la fontaine de Barenton. Ah, écoutez les amis, mais quel récit, quelle bonne surprise que cet ouvrage. Pour vous dire, ce livre, je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse. Donc Margot, elle a une chaîne YouTube que je suis depuis très longtemps où elle chronique plein de livres et elle avait parlé de ce livre au printemps dernier, je crois. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce livre parce qu'en fait, Édouard Brazet, moi, je le connais essentiellement pour ses livres sur les fées, sur les créatures fantastiques, voilà, sur tout ce qui est un peu le petit peuple. Donc j'ai plusieurs livres de lui chez moi, mais je ne savais pas qu'il était également romancier. Ça a piqué ma curiosité et j'ai eu envie d'aller voir. Et je n'ai pas été déçue. Ce livre, c'est vraiment une pépite. Pourquoi ? Parce qu'Édouard Brazet, il a le don de mêler à la perfection les traditions, les légendes, les superstitions. Il y a vraiment un côté terroir, je trouve, dans ce récit. Et sa force, c'est que il sait rendre vivant les nombreux folklores dont je vous parle sur ma chaîne et dans mes livres. C'est très bien maîtrisé dans cette histoire, ça fonctionne bien. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le récit, ça commence à Beltane et ça reprend à Samhain, donc complètement à l'autre bout de la roue de l'année. Comme si on passait de l'autre côté du miroir.
Et je fais un parallèle pour que vous comprendrez sûrement parce que le miroir en magie, on l'associe à l'élément eau. Et l'eau, elle est très importante dans ce récit parce qu'elle va sceller de nombreux destins. Alors évidemment, avec ce titre, Les lavandières de Brocéliande, on va évoquer le terrible folklore autour des lavandières de sang. Il y a donc une ambiance très sombre dans ce texte, l'atmosphère est vraiment particulière. Et je trouve d'ailleurs qu'Edouard Brazen a une très belle plume, ses descriptions sont à la fois poétiques et percutantes. Et il y a une autre dimension de cet ouvrage que j'ai énormément aimé, c'est la réflexion menée en filigrane sur les superstitions et les malédictions, plus spécifiquement sur leur impact sur la destinée des individus. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que Edouard Brazen, il déploie un récit qui, je trouve, nous fait nous questionner sur la part de la magie dans une succession d'événements négatifs. La part d'autoconditionnement, la part d'auto-envoûtement. Est-ce qu'il existe vraiment des prophéties vouées à se réaliser? Ou est-ce que nous accomplissons nous-mêmes ces prophéties en étant conditionnés par une croyance? Ce questionnement, il est très pertinent et très bien amené par l'auteur, je trouve. Enfin bref, lisez ce livre, il est formidable, ça fleure bon la forêt, la Bretagne d'autrefois et les superstitions. Mais attention, c'est un récit vraiment sombre et voilà, je dirais qu'il est parfait pour Halloween. Je passe à présent au tout nouveau livre de Gabrielle Lartigue, Sorcière de la vraie vie, sous-titré Créez votre magie sans balai, chaudron ni règle établie, publié chez Solar Esopop. Cet exemplaire m'a été gentiment offert par l'éditeur et Gabrielle, que je remercie au passage. Alors vous savez, moi j'apprécie beaucoup Gabrielle, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose sur Instagram et j'avais également beaucoup aimé son livre Le mythe de la main verte, publié aux éditions Danaé en 2023. Et je vous l'avais d'ailleurs présenté dans une sélection estivale, je vous remettrai le lien en haut. Mais là les amis, on est sur un ouvrage extrêmement différent du mythe de la main verte parce que l'autre livre avait un côté grimoire à l'ancienne. Et là Gabrielle, elle nous propose un livre hyper actuel, aussi bien dans le fond que dans la forme. Je vous propose qu'on s'arrête un instant sur la couverture qui annonce bien le style graphique du livre. C'est l'œuvre de Luxor, Lucie Luxor. Et c'est important de le souligner parce que ça donne vraiment le ton de l'ouvrage. Pour vous parler de ce livre, je vais faire comme un mood board qui va s'afficher à l'écran. Dans l'énergie, je trouve que ça me fait penser à un mélange entre Buffy contre les vampires, Witch Bliss de Jack Parker, le film Dangereuse Alliance et la BD Coven que je vous avais déjà présenté. Ravie de faire votre connaissance, enfin je crois. Donc ici on sort de l'esthétique classique des grimoires pour affirmer que on est en 2024. Et c'est bien ce que propose Gabrielle dans Sorcière de la vraie vie. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de pratiquer la sorcellerie aujourd'hui avec des outils modernes. Gabrielle, elle pose une vraie question, elle nous dit les gars, on est au 21e siècle, on n'est plus à l'ère des chaudrons, des parchemins et de la vie dans les bois, on est à l'ère du smartphone, des tablettes, des casseroles en Tefal et de la vie dans les grandes villes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est l'objet de ce livre. C'est à mon sens un livre qui va surtout séduire un lectorat plutôt jeune, de type young adulte, je dirais, notamment parce que le ton employé est très familier. En la lisant, j'ai la sensation que ça pourrait être comme si on avait une tante super cool qui parle avec sa nièce à une terrasse et qui lui raconte ses astuces de sorcière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est sur un livre qui propose une toute première approche de la sorcellerie, donc vraiment pour ceux qui partent de zéro, avec un ton délibérément familier, très actuel. Alors moi je pense que Gabrielle, elle va vraiment faire grincer des dents avec ce livre parce que elle va à l'encontre de tous les pourfendeurs de la sorcellerie moderne. Mais alors moi c'est quelque chose que j'apprécie parce que vous le savez, je prône vraiment la liberté dans la pratique. Bref, c'est un livre à la fois drôle et accessible qui s'émancipe des injonctions qui plombent pas mal le milieu. Donc voilà, je remercie Gabrielle de nous proposer cet ouvrage. Laissez-moi à présent vous parler de ce livre incroyable, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, je ne suis pas sûre de bien prononcer ce nom, qui est paru aux éditions de Noël. Ne vous laissez pas tromper par le titre, ceci n'est pas un livre cosy. Ceci est un roman à l'atmosphère sombre et mystérieuse. Pour tout vous dire, je peine à classer ce roman dans un genre, c'est vraiment un ovni, j'ai jamais rien lu de tel. C'est une histoire de secrets de famille très ombrageuse avec une belle part de fantastique. Dans ce récit, on rencontre des sœurs jumelles, Félicité et Agonie. Elles sont élevées exclusivement par leur mère dans un lieu plutôt isolé,
Et comme les prénoms de ses enfants vous l'indiquent, la maman ne les considère et ne les élève pas du tout pareil. Félicité est l'enfant chéri, alors qu'Agonie est complètement rejetée par sa mère. Mais le roman s'ouvre sur le décès de la maman, alors que Félicité et Agonie sont déjà adultes. Et Félicité, elle a une particularité quand même, c'est une passeuse de fantômes. Elle a la capacité de dialoguer avec les morts, et les morts viennent la voir lorsqu'ils n'ont pas réussi à dire ce qu'ils avaient à dire au moment du décès, lorsqu'ils ont été interrompus alors qu'ils parlaient. En somme, elle leur permet de transmettre le message pour qu'ils puissent passer de l'autre côté du voile. Le problème, c'est que leur mère a justement été coupée dans son discours, fauchée par la mort, et que Félicité ne parvient pas à établir un contact avec sa mère. Et à partir de là, les deux sœurs vont essayer de retrouver leur mère coincée on ne sait où dans un entre-deux, et pour cela, elles vont faire la démarche de comprendre qui était véritablement leur mère, qui était vraiment un personnage très mystérieux. Et là, bien sûr, elles vont déterrer des secrets du passé, faire des découvertes incroyables et revisiter leurs souvenirs. Ce roman est incroyable. Je pense qu'il ne peut pas laisser indifférent. Je pense que soit on le trouve incroyable, soit on le déteste. Mais c'est une lecture très forte, je trouve. Alors, je le dis, c'est un récit très dur, qui touche à des notions très difficiles. Aussi, on découvre quand même l'histoire de jumelles dont l'une est rejetée avec toute la violence psychologique que ça implique. Et puis, c'est aussi et surtout l'histoire de ce lien unique entre des sœurs, un lien qui s'est construit sur une inégalité de traitement. Du reste, c'est un texte que j'ai trouvé à bien des égards extrêmement poétique. Il y a tout un univers qui est développé autour du thé, avec un riche vocabulaire pour décrire les différentes sortes de thé, les arômes, les théières, mais aussi toute la ritualisation autour de la dégustation. Et tout cela, ça a une place très importante dans le récit, puisque Félicité, elle utilise un thé très particulier justement pour établir un contact avec les morts. Bref, ce livre, c'est une sacrée découverte pour moi. Je l'ai lu en novembre dernier et c'est vraiment un livre parfait pour ce moment de l'année. D'ailleurs, dans mon souvenir, l'histoire commence un jour de pluie en automne. Donc voilà, allez-y. Le thé pour les fantômes. Si vous aimez les sombres histoires de famille mêlées à une ambiance fantastique, vous allez aimer. J'ai lu cet été Les sorcières de Pendle de Stacey Holds et clairement c'est une lecture d'automne et non d'été. Alors moi j'ai l'édition Pocket, je me souviens plus de l'édition originale mais voilà, vous le trouvez désormais en format poche. On est sur une fiction historique qui a une ambiance assez gothique je trouve. Cette histoire prend place en 1612 en Angleterre dans le Lancashire où nous y rencontrons Fleetwood Shuttleworth, une jeune châtelaine de 17 ans. Et elle a beau être très jeune, elle est déjà mariée et elle a déjà fait 3 fausses couches, malheureusement. Quand l'histoire commence, elle est de nouveau enceinte et elle apprend que le médecin a affirmé que ni elle ni le bébé ne survivraient à cette nouvelle grossesse. Elle décide donc de s'offrir les services d'une sage-femme qui possède beaucoup de connaissances, notamment dans le domaine des herbes médicinales, pour l'aider à mener à bien sa grossesse. Mais nous sommes en plein contexte de chasse aux sorcières et bientôt sa sage-femme se retrouve accusée de sorcellerie. Ceci est un bon livre pour se plonger dans l'ambiance des procès de sorcellerie. Ça reste une fiction, mais ça donne un peu à voir l'état d'esprit dans lequel on pouvait être tenu à l'époque. En fait, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est l'ambiance. Dans cette contrée d'Angleterre, c'est très brumeux, c'est venteux, les forêts angoissantes. Je me dis finalement c'est assez gothique par moments, il y a de jolies descriptions qui donnent du cachet à l'histoire. Par exemple, l'autrice, elle prend beaucoup de soin à décrire les tenues, les étoffes, les différentes pièces des vêtements d'époque. Il y a tout un vocabulaire très riche de ce côté-là. Bref, je ne m'étends pas plus sur cet ouvrage. Je finirai seulement en disant que je trouve qu'il y a une énergie très mois de novembre. Vous savez, quand on est déjà dans la partie de l'automne plus décharnée, plus grise, qui tire vers l'hiver. Ça a un certain cachet et le sorcière de Pendle, c'est vraiment cette ambiance-là. Très intéressant. Le prochain livre que je vais vous présenter est un classique de la littérature et vous savez que j'aime toujours vous glisser un classique dans mes sélections pour vous inciter à découvrir ou redécouvrir des textes fabuleux. Et là, chers amis, on est sur un must-have des livres science-fiction horreur gothique. J'ai nommé Frankenstein de Mary Shelley. Il a été écrit en 1818 et par une femme. Je vous laisse imaginer plutôt combien c'est hors du commun pour l'époque. On est vraiment sur un texte très précurseur du genre et j'aimerais vous inviter à le découvrir même si vous en avez vu des adaptations cinématographiques. Écoutez, vous connaissez sûrement l'histoire de Frankenstein, mais je vais quand même prendre le temps de vous faire un pitch.
Donc dans ce récit, on fait la connaissance de Victor Frankenstein, qui est un jeune homme passionné de science et qui met toute son énergie pour percer les secrets de la vie et de la mort. Il finit par faire une découverte majeure qui lui permet d'insuffler la vie à un corps. Pour tester sa découverte, il va fabriquer de toutes pièces une créature à partir de morceaux de corps humain, de morceaux de cadavres, qu'il va assembler pour créer une forme humanoïde. Son expérience aboutit et la créature s'éveille. Alors bien sûr, il s'agit d'une créature extrêmement laide, elle est décrite comme abjecte, hideuse, énorme, dotée d'une force surhumaine. Et Victor Frankenstein, notre savant, il est pris de remords face à sa créature, comme si tout d'un coup il se rendait compte de l'horreur qu'il avait fabriquée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne littéralement la créature dans la nature. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire, je vous spoile rien, bien sûr que ça va très mal tourner. Alors écoutez, moi j'ai adoré cette lecture, mais ça m'a pris un peu de temps. On avait un peu mal commencé, Frankenstein et moi, parce que bien que ce soit un récit assez court, je trouve que l'histoire met un peu de temps à se mettre en place, du moins à susciter l'intérêt. En fait, sur toute la première partie du livre, on va surtout suivre Victor, donc le savant, qui s'apitoie sur lui-même parce qu'il est plongé dans une turpitude sans fin, il s'en veut, il est tourmenté. Bref, en fait, il chouine sur des pages et des pages, il fait de la randonnée pour oublier, blablabla. Bref, il est assez insupportable comme type, mais je vous en prie, prolongez votre lecture au-delà de cette partie un peu longue parce que ça devient passionnant quand il rencontre enfin sa créature et que la créature raconte son histoire. À partir de là, j'ai été complètement absorbée par le récit jusqu'à la dernière page. J'ai adoré découvrir cette créature qui est un personnage que je trouve absolument fascinant mais aussi extrêmement touchant. Alors bien sûr, cette créature, elle va commettre des meurtres, mais c'est là le tour de force de l'autrice parce que on ressent vraiment, du moins moi, j'ai ressenti une très forte empathie pour ce monstre qui n'est pas né monstre mais qui l'est devenu. Et c'est justement cette évolution du personnage qu'on va découvrir. Moi j'ai trouvé ça très émouvant. Autant le personnage juste avant, Victor Frankenstein, m'a été insupportable, autant j'ai adoré sa créature. Alors c'est un récit très triste, je trouve, très gothique, parfait pour une lecture d'automne. Lisez ça pour Halloween ou en novembre, c'est vraiment un très joli texte. Mais c'est un récit très triste qui, je trouve, a une résonance encore très actuelle parce que je trouve qu'en filigrane, l'autrice, elle aborde des enjeux, des thématiques qui sont encore d'actualité. Alors bien sûr, ça questionne la science et plus spécifiquement les limites éthiques de la science. Jusqu'où peut-on, plutôt devrait-on aller au nom de la science? Quel est le prix à payer? Mais il y a aussi une résonance sociale très forte. Selon moi, ce récit questionne aussi notre rapport à l'autre et à la misère que l'on crée et ses conséquences. Parce que finalement, ce récit donne à voir une réalité très triste dont la créature est un symbole. Je m'explique. Frankenstein, c'est donc le savant qui crée un être et à travers cette création, il sert son objectif premier. Mais une fois cet objectif atteint, il abandonne sa créature qui tombe dans une misère terrible, qui se trouve rejetée par tous et qui finit par nourrir une colère immense envers les hommes et donc s'en prendre à eux. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une résonance sociale, et même à l'échelle de notre pays. Que faisons-nous de la misère que les politiques, les grandes puissances mondiales ont générée? D'où vient la rébellion, la colère? Bref, moi je trouve que c'est un récit très émouvant, très fort, qui contient de forts enjeux symboliques. Lisez-le. Pour cette sélection, j'ai aussi le goût de vous présenter 3 livres pour enfants. Vous savez, moi je suis maman, donc je prête beaucoup d'attention à la littérature jeunesse. Donc je vous glisse ici 3 petits coups de cœur. Si vous êtes parent ou simplement amoureux des belles illustrations, vous allez adorer L'automne de Jill Barclay. Je vous le présente parce qu'en fait, il s'agit d'une réédition toute récente parce que l'édition originale date de 1980 et elle est désormais introuvable ou peut-être juste d'occasion. J'avais d'ailleurs celui du printemps qui était des petits formats et là les éditions Quilline ont eu la bonne idée de faire une magnifique réédition en grand format, ce qui permet vraiment de rendre hommage au formidable travail d'illustration qui est fait. Moi, je suis complètement fan de ces dessins qui sont un peu dans l'esprit de Béatrix Potter, Pierre Lapin, si vous connaissez. Donc, je vous laisse admirer le travail extraordinaire qui est fait, les milliers de détails. C'est de toute beauté et c'est aussi très très cosy. Donc, pour contextualiser, il s'agit d'une série de 4 livres, il y en a un par saison, où nous découvrons les aventures des petites souris du buisson au mur. Et dans cette histoire, on rencontre la petite Primrose Woodmouse qui va cueillir des mûres avec son papa, mais elle s'éloigne un peu trop et elle se perd. On va donc suivre d'un côté le parcours de Primrose et de l'autre côté les recherches de sa famille.
C'est vraiment une histoire toute mignonne, toute douce. Avec mes filles, on adore détailler les illustrations. Elles remarquent toujours plein de petites choses. Elles me disent « Oh là là, j'aimerais goûter ce gâteau qui est posé sur le plateau » ou encore « Oh là là, j'aimerais dormir dans ce petit lit douillet ». Vraiment, c'est une série de livres qui est un pur enchantement. Si vous aimez les belles illustrations à l'ancienne, vous allez adorer cette mignonnerie. Et pour les enfants, c'est tellement chouette. Je passe à Ma mère est une sorcière d'Alexandra McCorvus. Vous la connaissez sûrement sous le pseudo Chaudron et compagnie sur Instagram. Elle m'a gentiment offert cet ouvrage qu'elle propose en auto-édition. Il s'agit d'un petit livre cartonné, bout arrondi, destiné aux enfants de maternelle notamment. Donc c'est une petite histoire toute douce qui a pour objectif de normaliser le fait d'avoir une maman qui a des pratiques magiques. C'est un sujet qui me touche beaucoup évidemment, parce que vous le savez, dans l'imaginaire collectif, une sorcière, c'est une vieille et méchante femme qui profère des malédictions. Et bien sûr, quand nos enfants vont à l'école et qu'ils disent à leurs petits camarades « Tu sais, ma maman, c'est une sorcière », tout de suite, ça fait peur. Ce petit ouvrage vient complètement dédiaboliser cela et c'est vraiment une façon très douce de dire aux enfants être une sorcière, c'est pas faire le mal, c'est plutôt glisser un soupçon de magie dans la vie. Je remercie Alexandra d'avoir créé ce livre. Je pense qu'il sera utile à tellement de mamans pour aborder cette question avec leurs enfants. Alors c'est un ouvrage auto-édité et donc s'il vous intéresse, rapprochez-vous directement de l'autrice. Je vous remets son compte Instagram ici, c'est Chaudron et compagnie. Je finis cette sélection par un très bel album jeunesse, Louise de la Nuit, publié chez Gauthier Langros. Ce livre est splendide, c'est un très bel ouvrage à lire en automne avec vos enfants. Mes filles l'aiment beaucoup et moi aussi. Regardez comme les illustrations sont belles. Et dans cette histoire, nous rencontrons Louise et Rose, deux sœurs que tout oppose en apparence. Louise aime la nuit, le silence, les araignées. Et Rose, elle aime la lumière, le bruit, les fleurs. Enfin, bref, ces deux sœurs n'arrivent pas à se comprendre. Et puis, une nuit où Rose n'arrive pas à dormir, sa sœur Louise va s'occuper d'elle et puis elles vont finalement réussir à découvrir leur monde respectif pour découvrir qu'ombre et lumière sont nécessaires dans la vie. C'est un récit très délicat, très poétique je trouve et plutôt witchy. Vous voyez ici Louise, elle prépare une potion pour sa sœur, il y a toute une ambiance comme ça qui frôle avec la magie mais aussi avec la magie de l'enfance, vous voyez. Comme quand on préparait des potions au fond de jardin. Enfin moi je faisais ça. Voilà pour Louise de la Nuit. On arrive à la fin de cette sélection d'automne QV 2024. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et même à commenter. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également très active sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Mon pseudo c'est Katie-Adastra. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la lecture, je vous parle très souvent des livres que je suis en train de lire. Bref, venez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles lectures et un automne magique. À bientôt.